Donc, professeur au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Parfait. Donc, on commence. Donc, actuellement, il y a une demande dans plusieurs régions du Canada, incluant le Québec. Donc, la province de Québec, François Legault s'est engagé à changer le mode de scrutin. Pourquoi on veut changer le mode de scrutin? C'est quoi les besoins? Qu'est-ce que ça va apporter pour les électeurs et pour les partis? Il y a plusieurs raisons, mais j'insisterai sur la principale, c'est que dans le mode de scrutin actuel, il y a souvent une très forte différence entre le pourcentage de votes qu'un parti a et le pourcentage de sièges. Un parti peut avoir, disons, 37% des votes, comme c'est le cas présentement, et avoir plus que 50% des sièges. Et il peut y avoir des partis qui ont jusqu'à 5 ou 10% des votes et qui n'ont aucun siège. Donc, il y a une espèce de disparité entre vote et siège. Et ça, c'est perçu souvent comme étant injuste. Et c'est une des raisons pour lesquelles, bien souvent, on demande une réforme du mode de scrutin. C'est probablement la raison principale là, qui est derrière cette demande de changer le mode de scrutin. Ok, donc ça avantage certains partis, ça désavantage d'autres partis. Quel parti ça avantage, désavantage concrètement? Essentiellement, ça avantage les grands partis aux dépens des petits. Il y a des exceptions, là, mais c'est la règle la plus générale. Les partis qui ont déjà beaucoup de votes sont surreprésentés à l'Assemblée nationale, par exemple, et les partis qui ont peu de votes sont sous-représentés. Il y a un autre aspect aussi, c'est que les partis qui sont plus concentrés géographiquement en général sont mieux représentés et ceux qui sont dispersés sont moins bien représentés. Ok. Et pour les électeurs, est-ce que les électeurs ont un avantage à voir leur mode de scrutin être changé? Ça dépend pour qui vous votez, évidemment. Hein. Si vous appuyez des partis qui sont forts, que ces partis-là sont représentés, ça vous dérange pas trop. Vous êtes bien content, en fait. C'est généralement donc ceux qui appuient des plus petits partis qui, eux, sont désavantagés et qui trouvent que ce système-là est injuste. Donc, ça dépend de vos préférences politiques. Ok, parfait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre pour... Non, pas nécessairement. Ok, parfait. Ok. Donc, actuellement, le mode de scrutin, c'est un mode pluralitaire. Donc, on choisit le gagnant, donc celui qui a le plus de votes. La proposition qui est mise sur la table au Québec, c'est un mode de scrutin mixte compensatoire. En quoi ça consiste exactement? Euh, ça peut être d'une certaine façon compliqué, mais je pense que l'essentiel, on peut l'expliquer de façon très simple. Euh, Commençons par l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va résulter à la fin. Les propositions actuelles, il y aura encore, comme toujours, disons, 125 députés. Ça resterait la même chose. Mais au lieu d'avoir 125 circonscriptions, comme on a présentement, puis un élu par circonscription, il y aurait toujours un élu par circonscription, mais il y aurait 75 circonscriptions. Donc, les circonscriptions seraient un petit peu plus grandes qu'actuellement. Et les électeurs auraient deux votes. Le premier vote, c'est dans leur circonscription pour élire un député dans leur circonscription en tant que tel. Et un deuxième vote, là, c'est un vote pour le parti qu'ils préfèrent. Et les 75 premiers sièges seraient élus comme présentement. Il y aurait un élu dans chacune des 75 circonscriptions. Il y en aurait 50 élus à la proportionnelle. Et ces sièges-là iraient essentiellement aux partis qui ont été désavantagés dans le scrutin pluralitaire, de façon à ce que le total soit le plus proportionnel possible. Ok. Donc, ça va créer en quelque sorte deux façons différentes d'être élu. Ça ne crée pas une égalité en quelque sorte? Oui, c'est un des avantages ou des critiques qui est adressé à ce type de mode de scrutin, c'est que d'abord, les électeurs ont deux votes, et vous avez tout à fait raison. Il y a deux types de députés. Il y a les députés qui sont élus dans leur circonscription, comme présentement, ce sont ceux qui ont le plus de votes. Et ensuite, il y a les députés qui sont élus grâce au vote proportionnel, qui est un vote pour un parti. Et donc, ce qui détermine s'ils sont élus ou non, c'est ce que comment leur parti perfectionne, et ce n'est pas un vote pour l'individu en tant que tel. Mais en même temps, il faut rappeler que ce deuxième vote-là va aller à des partis qui sont déjà sous-représentés. Donc, généralement, c'est des petits partis qui obtiennent des listes qui obtiennent des votes, des sièges au niveau du deuxième vote. Et donc, ça va à des plus petits partis qui ont été désavantagés. Ok, donc ça
donc le mode de scrutin qui est proposé réglerait la question de la proportionnalité. Donc, il n'y aurait plus de différence de représentation entre les plus petits partis et les plus gros partis. Exactement. Ça dépend. Il peut y avoir toutes sortes de façons de procéder et ces différences-là ne disparaîtraient pas, mais elles seraient beaucoup, beaucoup plus faibles qu'elles le sont présentement. Donc, ça règle cette question-là. Et vous voyez déjà un des désavantages, c'est qu'il y a évidemment deux types de députés. Puis il y a des députés qui ne sont pas élus directement par un vote personnel. Donc, ça, c'est peut-être le principal désavantage. OK. Donc, ça réglerait un problème, mais ça en créerait un autre, en quelque sorte. Oui, ça, je pense que c'est à chacun de déterminer est-ce que l'avantage est plus important que le désavantage ou non. Je pense que ça serait utile aussi de mentionner qu'il y aurait une autre conséquence assez directe, c'est que parce qu'on aurait un scrutin au total pas mal proportionnel, essentiellement, il n'y aurait jamais de parti qui aurait une majorité des sièges. On est habitué ici, la plupart des élections, il y a un parti qui a la majorité des sièges et qui forme le gouvernement seul en tant que tel. Là, ça serait presque impossible pour un parti d'avoir une majorité des sièges et ça veut dire qu'on aurait des gouvernements soit minoritaires ou encore des coalitions. Les partis devraient se mettre ensemble et former des coalitions et ça, donc, ça serait un autre changement important par rapport à la situation actuelle. Donc, ça changerait complètement la façon de faire la politique. Mais est-ce que les électeurs, est-ce que les partis vont accepter ça? Est-ce qu'ils vont faire le changement? Parce que c'est quand même un changement radical là, dans la façon de faire de la politique. C'est un changement radical. Si jamais on décide de faire une modification au mode de scrutin, il va y avoir un ajustement. Les électeurs vont devoir apprendre en particulier à faire 2 votes. Les partis auront à apprendre à comment négocier avec les autres partis, soit en situation de gouvernement minoritaire ou à apprendre à faire des coalitions. Donc, c'est certainement un ajustement. Mais c'est un ajustement qui a été fait dans d'autres pays, comme la Nouvelle-Zélande, il y a une vingtaine d'années, a passé de notre mode de scrutin à un scrutin mixte compensatoire comme celui qu'on a présent, celui qui est discuté présentement. Et il y a eu des ajustements. Au début, ça a été un petit peu compliqué, mais maintenant, les gens sont habitués. Je pense pas que ce soit un problème très important. OK, donc peut-être dans les 2 premières élections, il y aurait peut-être des questionnements, des ajustements à faire, mais par la suite, ça devrait être probablement normal. Probablement. Je pense pas que ce soit très compliqué. Je crois pas que les Québécois soient moins intelligents que les Néo-Zélandais, par exemple. OK. Une autre question qui revient quand on veut changer le mode de scrutin, c'est la représentation des extrêmes, des partis qui sont extrémistes, on pourrait dire, donc l'extrême gauche et l'extrême droite. Ça inquiète certaines personnes. Est-ce que ces inquiétudes sont fondées? Là, c'est une question du jugement. D'abord, on peut faire en sorte que ce soit pas trop facile pour les petits partis d'avoir une représentation. Et donc, c'est pour ça que dans plusieurs pays, on met un seuil de 5%. Donc, un parti qui n'a pas 5% des votes n'est pas représenté. Donc, c'est une première façon de fonctionner. Mais évidemment, il peut y avoir des partis extrêmes qui obtiennent 10-15% des votes. Et la grande question, c'est est-ce qu'on veut que ces partis soient complètement exclus ou soient intégrés? Et si un parti quand même, avec une position extrémiste, obtient, disons, 10% des votes, on peut argumenter que c'est peut-être préférable que ce parti-là participe au débat politique, qu'on l'inclue et qu'on débatte de ses idées, puisque quand même une partie importante de la population l'appuie. Donc, je pense qu'il y a un argument pour dire que si un parti extrémiste a une certaine popularité, il représente un point de vue qu'on peut ne pas aimer, mais avec qui on doit discuter. Donc, qui est en quelque sorte légitime. Il y a une certaine légitimité. Là, il y a extrémistes et extrémistes, là, parce que si un parti commence à remettre en question les droits individuels, etc., ça devient plus douteux, mais dans ce cas-là, en passant, il reste toujours comme les cours qui peuvent venir intervenir et s'il y a des positions qui mettent en question des droits individuels. Et un dernier aspect qu'on parle souvent dans les réformes de mode de scrutin, c'est l'instabilité. Donc, actuellement, le Canada a quand même un système stable, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a formation régulière de gouvernements majoritaires. Et là, puisqu'il y aurait des gouvernements de coalition, est-ce que ça ferait en sorte qu'on aurait un système qui serait plus instable, qu'on se retrouverait en élection plus souvent?
Probablement pas. Il y a un petit risque que je mentionnais tantôt, mais essentiellement, présentement, on a des gouvernements très stables quand ils sont majoritaires et de façon exceptionnelle quand ils sont minoritaires, très instables, hein, qui durent 1 an ou 2. Et donc, c'est pas parfaitement stable présentement, mais c'est pas mal stable. Ce qui arrive dans des cas où on a des gouvernements minoritaires ou de coalition, on va parler surtout des gouvernements de coalition, ce qui arrive, au départ, les partis doivent apprendre à discuter entre eux. Et ce qui arrive dans les pays où il y a des gouvernements de coalition, c'est que généralement, ça va prendre 1, 2, 3 mois avant que les partis discutent entre eux et se mettent d'accord. Et donc, pendant cette période-là, il y a comme une période d'instabilité de quelques mois. Mais généralement, ce qui arrive, c'est que les partis se mettent d'accord sur un programme commun pour les 4 prochaines années. Et donc, on va avoir un programme commun qui parfois va avoir une centaine de pages, dans lequel on va dire, voici, on s'entend sur tout ça. Et généralement, ces gouvernements sont relativement stables après, parce qu'ils ont discuté longuement, ils sont mis d'accord sur les compromis qu'ils vont faire, et après ça, généralement, ça dure assez longtemps. Donc, les risques d'instabilité, ils sont peut-être un petit peu plus grands, surtout s'il y a beaucoup des partis extrémistes avec qui c'est très difficile de faire des coalitions. Mais en général, dans la plupart des pays d'Europe, en fait, il n'y a pas plus d'élections en Europe, là où on utilise le scrutin proportionnel que dans notre système. Donc, je ne crois pas que ce soit un risque trop important. OK. Mais, il y a quand même le fait que les électeurs qui ont voté pour un tel parti, ils ont voté pour le programme du parti et non pour le programme qui a été proposé par la coalition. Donc, est-ce qu'il y aurait une légitimité? Est-ce que c'est quand même légitime comme gouvernement? Vous avez raison de dire que c'est quand même un désavantage. Hein? Présentement, on a un parti. Les partis font des promesses. Le parti qui est élu au pouvoir remplit la plupart des promesses, contrairement à ce qu'on pense. La plupart du temps, la plupart des promesses sont remplies. C'est pas toutes les promesses, mais généralement, c'est à peu près les 3/4 des promesses qui sont remplies. Lorsqu'on passe à un gouvernement de coalition, il doit y avoir des compromis entre les partis et certaines promesses doivent être laissées de côté. Et la recherche montre que les promesses sont un peu moins bien remplies. La différence n'est pas énorme, mais les promesses sont un peu moins bien remplies lorsqu'il y a des gouvernements de coalition. Et donc, c'est clairement un désavantage de la situation actuelle, du mode de scrutin qui est proposé. OK. Plus, je vais regarder, ça tourne toujours. Je vais regarder le son, pour s'assurer que ça tourne toujours, on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Après ça, on va pouvoir continuer. Parfait. Ça tourne toujours. Jusqu'à présent, ça se passe bien? Oui. Oui. Donc, on va continuer. Selon vous, est-ce que c'est probable une réforme du mode de scrutin à moyen terme ou à court terme au Québec, ou c'est juste une promesse en l'air de François Legault? Ce n'est pas une promesse en l'air. C'est une promesse qui a été répétée plusieurs fois et qui a, je crois, été bien réfléchie. La question, c'est est-ce que la promesse va être tenue ou non? Et là, j'ai comme 2 informations différentes, là, contradictoires un petit peu. C'est d'abord, comme je l'ai dit tantôt, on oublie que la plupart des promesses sont tenues. Et donc, a priori, les gouvernements tentent de remplir leurs promesses. Ils ne le font pas de façon systématique, mais la très grande majorité des promesses, on les tient. Et donc, a priori, c'est une promesse importante et il est bien possible qu'elle soit mise en application. L'autre point, cependant, c'est que ça fait plusieurs fois que au Québec et ailleurs, que des partis promettent de faire une réforme du mode de scrutin et quand ils arrivent au pouvoir, ils s'aperçoivent que le mode de scrutin les a avantagés à la dernière élection et à cause de cela, il commence à y avoir une résistance. On commence à y repenser, on est beaucoup moins enthousiaste qu'on était avant. Et donc, c'est la grande question qui se pose présentement par rapport au gouvernement caquiste. Est-ce que ils vont tenir leurs promesses? Ou encore, est-ce qu'ils vont décider finalement que le mode de scrutin actuel les avantage? Moi, je suis de ceux qui croient que il va y avoir une très bonne discussion à l'intérieur du caucus, que c'est pas sûr dans quel sens ça va aller, mais je pense qu'il y a une réelle possibilité que la réforme du mode de scrutin ait lieu.
c'est aucune garantie, c'est très difficile à prédire. Il va y avoir une forte résistance à l'intérieur de députés. Mais je ne vais pas dire quelle est la probabilité, mais il y a une grande incertitude, mais je pense que c'est possible. Donc ça, votre opinion, c'est que c'est possible. Oui, mais est-ce que c'est probable ou non, c'est difficile à dire. Par exemple, sur 100, vous mettrez ça probable. Si j'avais à le mettre sur une échelle de 0 à 100, une chance sur 3, ou 33%. 33% que ça se réalise ou que ça oui, que ça se réalise. 33% que ça se réalise. Oui, ce serait mon estimé. Oui. Donc c'est quand même pas si probable que ça. Non. Pourquoi? Pour la raison que je veux dire, c'est clair qu'à l'intérieur de la CAQ, il va y avoir des députés. Là, il faut comprendre que les députés de certaines régions où la CAQ a gagné tous les comtés, avec la réforme du mode de scrutin, il y a des députés que la prochaine fois ne pourront pas être réélus. Donc, il y a des députés pour qui la réforme du mode de scrutin va clairement à l'encontre de leurs intérêts. Et ça, quand ça va complètement à l'encontre de nos intérêts, c'est sûr que là, on est porté à être contre. Hein? Et donc, il va y avoir des résistances assez fortes à l'intérieur de la CAQ. La grande question, en fait, c'est si si la direction du parti estime que finalement, il n'est pas certain qu'ils vont faire aussi bien à la prochaine élection que cette élection-ci. Et que donc, peut-être qu'ils ont été avantagés cette fois-ci, la prochaine fois, peut-être qu'ils ne le seront pas. Et de ce point de vue-là, moi, je m'attends quand même à ce que la direction du parti veuille aller de l'avant, qu'il y aura une assez forte résistance du caucus et quel sera le résultat final. Donc, une chance sur 3. Cette fois-ci, ça ne veut pas dire que si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, que ça ne reviendra pas dans 10 ou 15 ou 20 ans. Bien sûr. Parce que quand on pense à la promesse de réforme du mode de scrutin, on pense à Justin Trudeau, oui. qui a abandonné sa promesse, et on a peur que François Legault fasse de même. Rapidement, là, juste une brève parenthèse à propos du fédéral. Pourquoi Justin Trudeau a abandonné sa promesse? Je pense qu'il faut tenir compte du fait que quand il a fait sa promesse, le Parti libéral était 3e dans les sondages. Et quand on est 3e dans les sondages, on est désavantagé par le mode de scrutin. Et il voulait montrer qu'il avait une nouvelle conception de la démocratie, etc. Quand il est arrivé au pouvoir, déjà le mode de scrutin l'avantageait à cette élection-là. Donc, je pense que l'enthousiasme n'était pas si important. Et surtout, il n'avait pas fait de promesses spécifiques sur quel mode de scrutin. Et il s'est aperçu que les autres partis d'opposition favorisaient un mode de scrutin que lui ne préférait pas, il préférait un autre mode de scrutin. Et donc, à la fin, il s'est dit non, je n'irai pas pour un mode de scrutin qui va clairement me désavantager à la prochaine élection. Donc, cette fois-ci, avec M. Legault, on a un engagement beaucoup plus précis sur un mode de scrutin, et donc ça va être encore plus difficile pour M. Legault de ne pas donner suite à cette promesse-là. OK. Donc, on va revenir au provincial. Comment ça se déroule, en fait, une réforme du mode de scrutin? Est-ce qu'il faut parler avec les citoyens? J'ai pas le mot exact. Faire la grande question, c'est est-ce qu'il doit y avoir un référendum ou non? Oui. Il n'y a rien qui oblige à faire un référendum, mais jusqu'à maintenant, la pratique a été à chaque fois de faire des référendums. Il y a eu des référendums, 2 en Colombie-Britannique, un en Ontario et un à l'île du Prince-Édouard. Et donc, c'est la tradition de faire comme cela. Les partis d'opposition au Québec ont dit, la dernière fois, qu'ils procéderaient à la réforme sans aucun référendum. Ça aussi, ils pourraient revenir sur cet aspect-là. Ils pourraient proposer une réforme du mode de scrutin, mais aller en référendum, ça serait un compromis possible. Donc, est-ce que au Québec, on décidera de faire un référendum ou non? La question est ouverte. Okay. Ce n'est pas sûr. Mais, par exemple, si les politiciens décident de ne pas faire de référendum, les gens vont forcément mal le prendre? Parce que c'est une décision importante et ils ne seront pas consultés. Pas consultés, mais je peux vous garantir que ceux qui appuient les plus petits partis vont être contents.
Et il y en a pratiquement autant, là, hein, et ceux qui ont pris les grands partis vont être plus... mais il y a quand même 3 partis qui avaient pris position claire à la dernière élection, même 4 en comptant les Verts. Et donc, je suis pas sûr qu'on sera si mécontent que cela. Et parce que s'il y a une claire majorité des partis et des députés à l'Assemblée nationale, pas seulement la majorité, mais ça serait facilement les 2 tiers, je crois que ça aurait quand même une certaine légitimité de procéder, même si en principe, l'idée que pour une question fondamentale comme celle-là, on devrait consulter la population demeure tout à fait légitime. Mm-hmm. Juste regarder, on est rendu à... Parfait, ça sonne toujours. Donc, vous avez parlé, il y a 3 partis qui se sont entendus sur le mode de scrutin. Donc, c'est une initiative qui a été menée par le mouvement de démocratie nouvelle. Oui. Donc, ça apporterait une certaine légitimité. Ma question n'a pas vraiment rapport, là, mais dans combien de temps est-ce qu'on pourrait implanter cette réforme-là? Est-ce que ce serait à la prochaine élection ou c'est beaucoup trop tôt, c'est impossible? C'est tout à fait possible d'aller de l'avant, mais pour cela, il faudrait vraiment que la réforme soit adoptée au complet d'ici au plus tard 2 ans. Et c'est pour ça que le gouvernement a dit qu'il y aurait un projet de loi qui serait soumis dans la première année pour que qu'il soit discuté, etc., et qu'on puisse l'adopter formellement après 2 ans, ce qui laisserait 2 ans ensuite pour la mise en application, parce que là, il faudrait redécouper la carte électorale, repenser à toute la loi électorale, et donc il y aurait des modifications importantes à faire. Mais on peut penser que ça prend à peu près 2 ans pour le faire, donc c'est tout à fait possible de le faire pour la prochaine élection. Pour autant qu'il y ait un projet de loi qui soit présenté d'ici 1 an. OK. Donc vous pensez que redécouper tout le Québec en 75 circonscriptions, ça se fait d'ici les 4 prochaines années, s'il y a un projet de loi? C'est tout à fait. D'ailleurs, en passant, ce serait possible, si on va aller plus rapidement, de prendre les 77 circonscriptions fédérales, de les adopter tout de suite comme cela, et les 77 avec contre 50, donc avec 127, et ça serait très très facile, on prendrait les circonscriptions électorales fédérales actuelles. C'est tout à fait possible. Donc, est-ce que je vais répéter la question? Les candidats vedettes. Donc, est-ce que les candidats vedettes sont élus dans un système ou dans l'autre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la très grande majorité des candidats se présentent dans les deux. Donc, ils sont candidats dans une circonscription, ils sont aussi sur la liste du parti, et les candidats vedettes des grands partis sont élus dans des circonscriptions. Les candidats vedettes des petits partis, parfois sont élus dans la circonscription, mais s'ils perdent, ils vont passer, et donc ils vont être élus par la proportionnelle. Et donc, les candidats vedettes, la plupart sont élus dans les circonscriptions. Quelques-uns sont élus grâce au mode de scrutin proportionnel. Ça aurait été, par exemple, le cas de M. Lisée, qui a été défait dans sa circonscription. S'il avait eu un mode de scrutin comme celui-là, il aurait été élu par le scrutin proportionnel. OK, donc le proportionnel servirait de plan B. Oui, c'est une police d'assurance pour les petits partis, et en particulier pour les candidats vedettes des petits partis. Bon, mais bien, parfait. Dernière question. Oui. Il ne faut pas que j'oublie. Est-ce que vous pouvez juste nous dire sur quel pays on se base pour faire cette réforme-là? Donc, il y a sûrement d'autres pays, vous avez mentionné la Nouvelle-Zélande. Il y a sûrement d'autres pays sur lesquels on se base donc pour faire cette réforme-là. Oui, on a à l'esprit essentiellement l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. C'est là où il existe des votes, des scrutins mixtes compensatoires. Mais on pense aussi à l'Écosse, qui a aussi ce type de mode de scrutin. Donc, ça c'est les cas auxquels on pense. Et ça peut être, en passant, la mixte compensatoire peut être très compensatoire à un niveau national, ou elle peut être un peu moins au niveau plus régional, comme c'est le cas pour l'Écosse. Donc, il y a des variantes entre ces pays-là, mais c'est vraiment les trois pays ou régions qu'on a à l'esprit quand on pense à notre mode de scrutin. Donc, l'Allemagne d'abord, qui a ça depuis plusieurs années, la Nouvelle-Zélande qui l'a adopté il y a une vingtaine d'années, et l'Écosse. Et l'Écosse qui l'a depuis? L'Écosse, c'est maintenant une quinzaine d'années, je crois.
quinzaine d'années. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait par référendum eux aussi? Non, ça a été lorsqu'il y a eu d'évolution et on a accordé à l'Écosse un gouvernement régional, on a créé un nouveau mode de scrutin à ce moment-là. Et c'était celui-là. Ok, c'est intéressant ça. Oui. Ok. Je pense qu'on a fait le tour pour de vrai. J'ai plus de questions. Parfait. Pour vous, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Non, je pense que ça a été très bien. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bonne chance. Ouais, merci beaucoup. Merci. OK. Donc, ça va être très utile et des bonnes informations.